Marche. Donc, rebonsoir, Dimitri. Bonsoir, J'espère que tu vas bien. ça va. Alors, piloter son dashboard avec la voix sera le thème de ton talk. Oui, Donc, je vais te laisser te présenter et nous expliquer un peu ce que tu entends par piloter le dashboard avec la voix. ok. Bon, je ne sais pas si la présentation a déjà été faite pour les nouveaux, c'est-à-dire la communauté et tout, avant que je ne commence. Tu peux présenter? Bon, c'est toi qui m'accueilles, donc à toi l'honneur. Ok, je ne sais pas si j'ai parlé de la communauté Google Developer Group de Libreville. Je vois seulement qu'un seul nouveau. Bon, c'est pas grave. Faire une petite intro. En gros, c'est une association de développeurs qui sont passionnés de technologie Google et ont décidé de euh, faire une communauté. Et à travers cette communauté, on a eu le sponsor, bien la reconnaissance plutôt de Google Developer Group, la filiale Google Developer Group. Donc, nous sommes un groupe officiel de Google Developer Group. Donc, on fait tout au long de l'année des événements de ce type, pratiques autour de la tech, présentiels comme virtuels. Et à cet effet aussi, on n'est pas aussi axé sur les technologies uniquement Google, on peut aller sur de l'open source. Donc, ce n'est pas vraiment bloqué à ce niveau-là. Et comme je disais, tout au long de l'année, on fait des events et on a besoin aussi que des personnes dans la communauté puissent proposer des events et venir, comme Dimitri le fait aujourd'hui, venir talker de quelque chose. Pas besoin d'être expert, juste partager sa petite connaissance. Pas besoin d'être expert, juste partager sa petite connaissance. Et donc, nous sommes disponibles sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Nous avons aussi un groupe WhatsApp. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas, je vais le partager dans le groupe. Ok, je pense que c'est bon. Si Dim, tu as un truc à ajouter. Non, ça va. Peut-être que je vais activer ma webcam pour qu'on puisse me voir aussi. Ouais, Voilà. c'est vrai. Le bouton est où même? Ah, d'accord. Ok. Bon, on me connaît déjà, hein. Alors, donc, Dimitri, dis-nous tout. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont impatients là. Bon, ok. Déjà, merci Romaric pour la parole. Donc, je vais rapidement projeter une ou deux slides. Chercher. Je pense que c'est ça. Il paraît que c'est interdit de développer en prod, man. Non, on développe en prod. Bon, tu me dis si tu vois la presse. Ouais, je vois. Ok, donc c'est pas grand-chose, hein, mais c'est le fond vraiment qui sera intéressant. Donc bonsoir encore à tous. Merci Romaric pour la parole. Merci encore à GDG de me donner une audience pour partager la modeste connaissance que j'ai. Donc l'idée aujourd'hui c'est, ben, avant d'abord désolé, je suis Dimitri Hongrois. Donc Dimitri Hongrois, développeur, vraiment aussi simple que ça. J'étais d'abord avant développeur mobile, développeur d'applications de bureau, après développeur web. Je me suis rendu compte que je pouvais aussi faire de l'IoT. Après, j'ai tout simplement coupé court développeur parce que où le code, où on peut insérer le code, je pense que je peux intervenir.
Donc, je ne me limite plus à un scope. Je préfère me rendre où le code a besoin de moi. Donc, je suis développeur. J'aide aussi les nouveaux à prendre la main, surtout côté développement web. Le web qui est tellement vaste. À côté de ça, je suis aussi co-organizer de GDG de Libreville, donc accompagné de Romaric. Je le seconde un peu euh, dans la gestion et je salue au passage le reste de la team, le reste de la team avec qui on organise toujours du mieux que l'on peut euh, tout ce qu'il y a comme événement, la vision de, de la communauté. Donc, pour me trouver, c'est simple, hein, vous partez sur GitHub, vous tapez Mendoc et toute ma doc va sortir. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le titre, il faut qu'on l'explique un peu. Dashboard 2.0, piloter vos données avec la voix. Pourquoi déjà Dashboard 2.0? Si certains d'entre vous ont déjà eu à concevoir des tableaux de bord pour des applications web, il y a souvent eu des graphiques, des listes, ainsi de suite, qui représentent un peu euh, les données de la plateforme. Maintenant, Dashboard 2.0, c'est parce qu'il y a maintenant un petit plus, on verra ça, c'est-à-dire toute personne qui a un dashboard, un tableau de bord de données, peut maintenant utiliser sa voix naturelle pour converser, discuter avec, avec son application et recevoir des données en retour. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, vous avez un tableau de bord et vous demandez ce que vous voulez avec la voix et le tableau de bord vous répond. Pourquoi aussi Dashboard 2.0? À cause de deux constats. Les tableaux de bord aujourd'hui sont un peu statiques, c'est-à-dire si on voulait la liste au moment de créer l'application, si on voulait par exemple la liste des utilisateurs par province, je dis ça comme ça, à moins de faire une autre intervention sur le code, il n'y aura que cette liste-là de disponibles. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué pour les décideurs. Par exemple, il faudrait qu'ils consultent encore des techniciens pour avoir une autre entrée sur le tableau de bord, ce qui est parfois un peu embêtant. Ça peut aussi prendre du temps. Et côté développeur aussi, on voit des tableaux de bord très jolis, mais derrière, je vous assure que ce sont des requêtes SQL très complexes à écrire. Voilà. Donc, avec des jointures, avec des gros bails, vraiment, il faut être bien assis pour écrire des requêtes SQL, des tableaux de bord. Donc, voilà pourquoi il fallait trouver le moyen de faciliter tout ça. Donc, avoir des tableaux de bord un peu plus, comment dirais-je, euh, accessibles, accessibles à tout le monde. Donc, quelqu'un qui a son activité peut simplement discuter avec son tableau de bord. Pas besoin de faire encore intervenir un autre technicien pour ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça le contexte. Comme ce sera un peu long côté développement, live coding et démonstration, voilà pourquoi je voulais consacrer 80% du temps du live pour la séance de travail. Donc, sur ce, je nous propose directement de passer à notre démonstration d'une implémentation. Et comment on va implémenter tout ça? Si c'est encore flou, on va mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Donc, on va passer à notre démonstration, à notre live coding. Romain, tu me dis si jusque-là, on me dit bien. Avant que je change le dispositif. Ouais, c'est bon. OK. Donc, on est parti.
Il manque juste le popcorn, mais bon. Ok. Voilà. Je vais partager mon écran. Partage. Voilà, je pense que c'est bon. Ok. Comment c'est bon pour l'écran? Tu confirmes? Ouais, c'est bon. Si tu peux Ok. juste zoomer. Bon, je sais que ça va zoomer. Voilà, ça va. Ouais, c'est bon. C'est bon là. Ok. Ok. Donc, on va démarrer. On va partir un peu dans le vif du sujet. Euh, Déjà, je vais présenter la stack et le travail qu'on aura à faire. Donc, l'idée pour nous, euh, l'idée pour nous, c'est d'avoir une application web qui présente des données euh, provenant d'une base de données. Donc, pour ce faire, il faudra en fait que si par exemple le cas d'une boutique en ligne, d'une boutique e-commerce, et que j'ai envie par exemple de connaître le, les meilleurs clients du mois. Voilà. Donc, il suffira simplement pour moi de dire, est-ce que tu peux me donner la liste des meilleurs clients du mois? Et l'application mouline et nous sort la liste des clients du mois. Voilà. Donc, là, on voit qu'il y a des challenges un peu. Il y a déjà la voix qu'il faudra capturer. Il y a déjà la voix. La voix en question, il faudra traduire ça en texte. Le texte en question, il faudra envoyer ça à une intelligence qui va prendre ce texte-là, convertir ça en requête SQL. La requête SQL doit être exécutée donc à destination d'une base de données. Les réponses qui reviennent doivent être affichées sous forme de graphique. Donc, ça peut être une liste, ça peut être un histogramme, un camembert, ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a pas mal d'étapes à l'intérieur. Donc, je vais nous proposer de commencer. Donc, pour ne pas être trop verbeux, le projet est déjà implémenté. Je vais juste le commenter. Et n'hésitez pas, si au fur et à mesure vous avez des questions, vous pouvez les poser. Comme je n'ai pas le chat devant moi, Romaric pourra m'aider pour s'il y a des questions. Yep. Donc, let's go. Donc, la stack que l'on va utiliser est la suivante. Nous allons utiliser PHP, donc l'environnement déjà PHP de manière globale. Donc, ce sera du PHP. Voilà. Pour, pour, pour capturer la voix, il faut dire qu'aujourd'hui, les navigateurs ont déjà pas mal évolué. Pour capturer la voix, pour capturer la voix, c'est où mon doc? Ok, voilà. Donc, pour capturer la voix, nous allons utiliser des API natives des navigateurs. Donc, Speech Recognition, c'est une API disponible hein, pour tous ceux qui veulent. Voilà. Donc, ce sera du PHP, du JavaScript. Au niveau de tout ce qui sera design, ce sera TimeWheel CSS. Voilà. Donc, pour la stack, c'est ça. Pas grand-chose. Hein. OK. Donc, le compose. OK. Donc, pour PHP, j'utilise Composer.
Donc, c'est quelque chose que je recommande. Donc, pour la gestion de package, je vous recommande vraiment de travailler de la sorte. Ça vous permettra de rendre votre projet maintenable par d'autres personnes également. Si vous décidez de foncer sans un gestionnaire de package, sans une certaine organisation, ce sera un peu difficile de faire évoluer le projet. Donc, comme package, j'utilise PHP.End. C'est pour gérer un peu tout ce qui sera variable d'environnement. Genzel, c'est pour gérer les appels d'API parce qu'il y en aura. Ici, on aura un petit routeur et Illuminate Database pour communiquer avec la base de données. L'arborescence du projet est organisée comme suit. Il y a un dossier Asset qui a tout ce qui est CSS, images et JavaScript, fichiers. Un dossier SRC, c'est là où il y a le code métier de toute l'application. On pourra revenir. Le dossier vendor, c'est simplement pour les dépendances PHP. Donc, ici, il y a un fichier N, mais voici le template ici. Il faudra une clé d'API et les informations de connexion à la base de données. À côté de ça, il y a simplement l'index. L'index n'a pas grand-chose à faire. On verra ça tout de suite. C'est simplement pour organiser tout ce qui est routing, ainsi de suite. Voilà. Il y a un fichier makefile. Le makefile nous permet de regrouper un certain nombre de commandes et les exécuter avec des mots-clés. Par exemple, install pour faire tout le processus d'installation, dev pour lancer par exemple le serveur pour lancer le serveur, simplement le serveur web. Et bon, ça c'est quand vous travaillez avec une CLCS. Lui, il surveille un peu les fichiers dans lesquels vous travaillez, par exemple les fichiers HTML. À chaque fois que vous utilisez certaines classes, il met à jour le fichier définitif, le fichier CSS définitif pour n'avoir que un fichier qui contient que les classes que vous avez utilisées dans vos fichiers. Donc, ça, c'est vraiment très pratique à utiliser. Maintenant, côté package JSON, bon, ça, il y a un petit outil qui est implémenté ici, Generate Insert SQL Dump. Ça, on va comprendre à quoi il sert. Si vous avez, par exemple, un fichier CSV que vous voulez générer un fichier dump pour l'importer dans une base de données, bon, ce script permettra de le faire et il dépend de cette lib-là, CSV parser, pour faire tout ce qui est extraction de données. Tailwind CSS, c'est juste pour le CSS. À côté de ça, quel fichier important encore? Bon, oui, le Tailwind config. Ici, on dit simplement de surveiller tous les fichiers HTML et tous les fichiers JavaScript. Voilà. Pour que lorsqu'on utilise une classe Tailwind dans l'un de ces fichiers-là, il ajoute ça dans le fichier définitif CSS qui sera généré. Voilà. Ceci fait, on va démarrer. Donc, dans le CSRC, en fait, le nom du projet, c'est VocaBoard. Voca pour vocal et board pour tableau de bord, simplement. Voilà. Donc, tableau de bord vocal. C'est un peu le jeu de mots qui est fait dans ce sens-là. Donc, voilà pourquoi il y a un dossier qui s'appelle board à l'intérieur. En fait, l'idée, c'est autant de tableaux de bord que l'on a, autant de dossiers également. Ça permettra, si vous avez plusieurs tableaux de bord que vous voulez créer, d'avoir toute une arborescence comme ça dans lesquelles on viendra simplement puiser les données. Donc, à l'intérieur, il y a des prompts. Bon, ça, on verra. Ce n'est pas encore le moment. Je présente d'abord l'arborescence. Il y a des fichiers vraiment qui sont relatifs au tableau de bord en question. À côté de ça, nous avons un dossier contrôleur qui permet un peu
de, de gérer tout ce qui sera implémentation métier de l'application. Lib, si vous avez des libs, pour le moment il est vide. Modèle, pareil, si vous avez des modèles. View, si vous avez des vues. Ici, on n'a qu'une seule vue qui est Home. Bon, si vous l'avez compris, on est dans une architecture de base MVC. Après, on a juste un fichier de helper qui présente des fonctions utilitaires. Tout ça, on va voir ça tout de suite. On a un fichier LLM Manager qui permet de gérer un peu tout ce qui sera modèle de langage. Et on a aussi toute une classe utile qui nous permettra d'interagir avec, de récupérer des informations utiles pour la génération et la conversion du texte SQL. Bon, je pense que j'ai un peu fait le tour de tous les fichiers. On peut commencer. Donc, le point d'entrée est le suivant, index. Let's go. Dans le fichier index, comme je signalais, il a simplement pour mission de charger les variables d'environnement. Je vais vous partager le dépôt pour que vous puissiez tester vous-même aussi en local. Il a pour objectif de charger les informations qui sont dans le fichier .end. Bon, évidemment que je ne peux pas l'ouvrir. Après ça, on initialise la connexion à la base de données. Connexion à la base de données qui est dans le fichier helper. Donc, là, c'est simplement, on utilise les informations qui sont dans le fichier, les variables d'environnement pour initialiser la connexion. Une fois que c'est bon, on définit les routes que nous allons utiliser. Ici, le slash, c'est simplement pour charger la vue de l'accueil. Et le process request, c'est quand on va émettre une requête vocale, c'est ici que tout sera capturé pour traitement. Maintenant, en cas de page non trouvée, ben, une réponse sera simplement que la page que vous demandez, voilà, est introuvable. Et par défaut, on démarre la route de base. Donc, expliquons un peu ce processus. Au niveau de l'accueil, ici, on dit qu'on charge la vue Home. Allons-y dans la vue Home. La vue Home est dans le dossier des vues. Donc, SRC vue Home. Très bien. Bon, je vais un peu dézoomer parce que je n'arrive pas à tout voir. Donc, ici, rien de nouveau. C'est simplement des polices et le fichier CSS que l'on charge. Donc, comme nous allons utiliser des tableaux, donc voilà pourquoi ici la lib des data tables est chargée. Voilà. Bien. Bon, ça, je vais en même temps lancer le serveur pour qu'on puisse voir à quoi correspond tout le code HTML. Pop, pop, pop. OK. Bon, je vais lancer le serveur. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que je voulais partager. Si vous avez, par exemple, un fichier makefile à la racine, vous avez défini un certain nombre de commandes à l'intérieur. Vous pouvez les exécuter. Vous pouvez les exécuter comme suit. Donc, pour, par exemple, tout ce qui est installation, on peut faire simplement make. Si on fait make, ça va lancer par défaut la commande install. Donc, make install, ça va exécuter ça, ça va exécuter composer install. Maintenant, une fois que
les dépendances sont installées, on peut simplement faire make cette fois-ci dev. Make dev, c'est pour dire, OK, ici, je vais exécuter cette ligne. Donc, make dev nous permettra de lancer le serveur. Voilà. Donc, ça, c'est bon. C'est très pratique. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous n'avez pas besoin de retenir toutes les commandes là avec simplement des commandes make pour simplifier un peu tout ça. OK. Donc, ici, on va ouvrir. Bon, par contre, ça, je suis bloqué parce que faut que je présente tout l'écran. Bon, je vais là bloquer le partage pour présenter un peu tout l'écran. Dites-moi si c'est bon, hein, parce que... Tu as bloqué le partage? Oui, j'essaie de partager en fait tout l'écran. Parce que on va basculer entre le code et... entre le code et le rendu. Je me rappelle seulement avoir vu jQuery Data Table. Ok, partager. Right. Tout. Bon, j'espère que c'est bon de votre côté. Ouais, c'est bon, chez moi. Ok. Donc, comme je disais, on va basculer un peu entre le code et le rendu pour que j'explique un peu les différents éléments. Donc, ici, comme je disais, j'ai utilisé Tailwind. Donc, Tailwind, chacun prononce comme il veut. Pour le CSS, donc ça, ce sont des classes de Tailwind. Donc, on a tout un gros conteneur. Maintenant, à l'intérieur de ce conteneur-là, bon, je vais d'abord cacher ça. À l'intérieur, on a notre titre vocabord qui est là. Voilà, très bien. Jusque-là, ça va. Maintenant, cette section, donc cette section qui est très intéressante, elle est simplement ici. Voilà. Donc, c'est un bloc qui contient normalement deux boutons. Le premier bouton, comme vous voyez là, c'est appuyer pour parler. Donc, c'est le bouton qui nous permettra, lorsque on veut parler, on veut donner on veut demander quelque chose au tableau de bord, on appuie ici et ça demande. Mais il y a une autre option, voilà. Donc, si soit vous appuyez ou vous maintenez la touche espace. Voilà. Donc, ici, dans le bouton, on a un span pour ça. Donc, appuyez ici pour parler. Ça, c'est le bouton. Et ici, on a quoi? On a pour maintenir la touche espace. Voilà. Donc, tout le design est fait avec les classes de Tailwind. Hein. Donc, aucun CSS n'est touché. Ici, simplement, on définit les deux parties. Donc, cette partie et cette partie. Donc, ça, c'est pour ce bloc. Donc, je dis. Et ici, on a le bouton en écoute. Donc, le bouton terminer. Le bouton terminer, lui, c'est quand on est en train de parler, pendant que ça écoute, ça va basculer le bouton sur le bouton terminer et ça va signaler que c'est en écoute. Voilà. Donc, les deux boutons ne s'affichent pas en même temps. Ça, c'est le GIF qu'on fait là-bas. Ici, on a d'abord le bouton Start, pardon, qui s'affiche par défaut. Ensuite, on a le bouton, où son ID? Ensuite, on a le bouton arrêter, non, terminer, qui s'affiche lorsqu'on
on est en train de parler. Donc, ça, c'est pour ce bloc-là. Ici, transcription, c'est le bloc qui permettra de transcrire en texte ce qu'on aura dit. Donc, ça va s'afficher ici dans cette section. Donc, ça, je vais d'abord réduire ça. On n'en a plus besoin. Donc, ici, transcription, c'est ça. Ensuite, ici, donc, toute cette section, c'est cette section qui est en ce moment en noir. C'est ici où comment dire, le texte qui sera transcrit de la voix va s'afficher. Ensuite, on évolue. On a une section résultat de la requête. Ici, c'est là où on charge un peu le data table. Ceux qui sont familiarisés avec, bon, vous voyez que c'est préchargé. Le data table est là. C'est cette section qui s'occupe de ça. Donc, on a l'ID. Bon, les ID seront intéressantes tout à l'heure parce qu'on va référencer ça. Donc, résultat de la requête. Ce résultat-là va changer en fonction de ce qui viendra comme résultat de la base de données. Et les données vont s'afficher à l'intérieur. Donc, dans ce table-là, il y aura des entêtes et il y aura un corps. Je pense que jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Et pour finir, on a une dernière partie en bas. Résultat en JSON. Ça, c'est vraiment pour les besoins de débogage. On en aura besoin tout à l'heure pour que vous voyez un peu quand l'application répond, qu'est-ce qui vient en réponse. Et là, comme l'idée derrière, c'est de transformer le texte qu'on aura demandé verbalement en requête SQL, en bas, on aura la requête SQL qui aura été générée par l'application. Voilà. Donc, ce bloc, il est ici. Résultat JSON, c'est ce qui est là. Donc, le prêt là, pour afficher quand même, vu que ce sera du JSON qui sera affiché. Donc, c'est ce bloc-là qui va mettre un peu les couleurs, mettre un peu la forme, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Requête SQL. Requête SQL, c'est ce qui est là. Et ce prêt-là, ce bloc-là, va s'occuper d'afficher de manière un peu esthétique. De manière un peu esthétique, la requête SQL qui sera affichée. Donc, pour information, si vous avez besoin d'afficher justement des blocs de code sur votre page, il y a des libres pour ça. Donc, je disais que comme stack, il y avait du JavaScript à l'intérieur. Donc, il y a du jQuery qui va avec les data tables. Donc, les deux vont ensemble. Prism ici, c'est pour tout ce qui sera affichage des blocs de code. Donc, du code JSON qui viendra, du code SQL qui sera affiché. Donc, je vous conseille cette libre. Franchement, elle est facile d'utilisation et ça va. Ça, ce sont des libres externes. Par contre, ces deux-là, ce sont des libres internes. Il y a un fichier JS très, très intéressant qui est utile. Ce fichier, il est dans les assets là-bas, JS utile. Voilà. À quoi sert-il? Bon, à l'intérieur, il y a des fonctions utilitaires. Bon, après, vous verrez un peu de quoi il s'agit. Ce sont ces fonctions-là qui vont nous permettre de faire des sélections de manière intuitive. Voilà, des sélections d'éléments de la page de manière intuitive. Et ça, vous verrez ça dans le code JavaScript tout à l'heure. Donc, au besoin, on reviendra dessus pour que j'explique un peu de quoi il en retourne. Bon, je reviens rapidement sur le home. Très bien. Bien, on va aller dans app. C'est là-bas où il y a la vérité, côté front. Désolé.
Donc ici, nous avons notre, notre script qui s'occupe un peu de récupérer la voix, transcrire ça en texte et l'envoyer au serveur. Donc, comme je disais, l'API native du navigateur à utiliser, c'est speech recognition. C'est vraiment, c'est natif, il n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit. Le navigateur, lui, sait déjà faire ça de base, c'est-à-dire comprendre ce que vous dites et transcrire ça en texte. Et ça marche avec pas mal de langues, notamment le français qui nous intéresse. Donc, ici, c'est simplement l'instanciation euh, de l'objet. Ici, c'est la variable qui va contenir la transcription finale. Ici, c'est pour savoir si en ce moment, on est en train de parler ou pas. Voilà. Là, c'est la variable qui va contenir qui va indexer notre data table qui est à la page d'accueil. Il était quelque part ici. Voilà. Donc, table en question, il est là. Donc, ça, c'est simplement, on reconnaît là la petite touche des jQuery. Bon, ça, c'est propre au data table. Moi, j'ai mieux que ça. Ici, ça, c'est simplement de la configuration. Hein. Voilà. Ici, c'est pour dire si l'écoute est en continu. Voilà. Si on reçoit des résultats intermédiaires, c'est-à-dire vous parlez, vous faites une pause, ça vous renvoie, ça transcrit, vous continuez, vous faites une pause, ça transcrit, ainsi de suite. Et la partie la plus importante, c'est la langue. C'est ça qui nous permet de savoir, de dire que là, on va parler, c'est en français, c'est pas en anglais, c'est pas en espagnol. C'est cette partie-là vraiment qui gère cette reconnaissance. Donc, il a ses, comment on appelle ça, ses listeners. On start, c'est quand on commence à parler. Si, pour une raison, pour une autre, il y a eu une erreur, vous pouvez implémenter le traitement ici. Et on end, ça c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la transcription est terminée, ça a pu trouver des mots, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, on end en question, c'est ici où on va implémenter la logique qui permet d'envoyer le, le texte au niveau du serveur. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le on start. Donc, on résulte, c'est aussi un autre événement, on résulte donc de l'API Speech Recognition en question. On résulte, c'est pour récupérer au fur et à mesure que vous parlez les bouts de transcription. C'est-à-dire, vous pouvez parler, lorsque il détecte une intonation descendante, voilà, il fait une pause, il prend déjà ce bout de texte-là, il vous l'envoie, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça qu'il faut concaténer pour avoir la transcription finale. Voilà. Donc, c'est un peu ce que vous voyez avec cette variable locale intérim transcript là. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que dans OnResult, c'est à chaque fois que le navigateur, l'API, trouve une transcription, ça envoie, ça envoie, ça envoie. Mais c'est pas à ce moment-là que on peut considérer qu'on a terminé ou bien qu'on a toute la phrase que l'on a prononcée. Donc, c'est vraiment à la fin. Voilà. Donc, une fois que on reçoit des petits bouts de code, on les concatène, on les concatène, on les concatène. Maintenant, une fois qu'on a tout toute la phrase prononcée, c'est là où maintenant ça intervient. Ici, on récupère l'élément dont l'idée c'est finale, voilà, qui correspond simplement à ça. Donc, si vous vous souvenez, au niveau des transcripts, on avait un prélat final qui affiche la transcription. Donc, ici, celui-là. Donc, c'est celui-là qu'on récupère ici. On attaque son code, on modifie son code HTML en mettant simplement la transcription. On pourrait faire aussi le texte, il n'y a pas de souci. En mettant la transcription
la transcription que le navigateur nous aura renvoyée. Maintenant, si vous remarquez, ça c'est pas natif, dans JavaScript, c'est-à-dire cette manière de récupérer un élément qui est sur la page. C'est là où intervient justement toutes les fonctions utilitaires dont je parlais. En fait, je les ai implémentées simplement pour un confort dans le code. Donc, il y a ça, il y a par exemple ça, UC First, c'est pour mettre la première lettre de la phrase en majuscule. Voilà. Donc, ça, c'est simplement ça. Donc, une fois que c'est bon, une fois que le onResult est terminé, on remplit ici et une fois que c'est terminé, on tombe maintenant dans le onEnd. Dans le onEnd maintenant, on récupère la transcription. C'est ici, en fait, on envoie tout au serveur. On récupère la transcription. La transcription est là. Donc, on récupère final, donc l'élément de tout à l'heure, on récupère son texte. Voilà. Et de là maintenant, on vérifie d'abord s'il n'y a rien, c'est-à-dire vous pouvez parler et puis le navigateur ne détecte rien du tout. Donc, on se dit que s'il n'a rien détecté, on va mettre la phrase par défaut, propose-moi une requête au choix. C'est pour éviter d'envoyer une chaîne de caractères vide au serveur. Donc, si transcript, il n'y a rien à l'intérieur, s'il n'y a rien qui a été détecté, allez, on dit propose-moi une requête au choix et on modifie simplement le texte avec ça. Donc, l'élément HTML avec ça. Maintenant, après, comme généralement, c'est souvent des questions que l'on va poser. Donc, ce que j'ai fait, c'est, bon, s'il y a quand même quelque chose qui a été détecté, j'ajoute un petit point d'interrogation à la fin avant d'envoyer ça au serveur. Et là, maintenant, on a la fonction qui permet d'envoyer tout ça au serveur. Donc, ça, c'est bon. J'espère que jusque-là, ça va quand même. N'hésitez pas s'il y a des questions, s'il y a des incompréhensions, parce que ce qui arrive là, je vous assure que c'est pas, faut avoir comprendre le fond, comment il fonctionne. Donc, send request attend simplement le texte envoyé, donc cette variable text to send. Ici, l'URL attaqué, c'est process request, qui est cette deuxième route-là, dans l'index, process request en post. Voilà. Donc, on va dire. Donc, c'est fetch URL en post. On dit qu'on envoie les données en JSON. Et ici, comment on l'appelle? Les données la phrase qui sera transcrite en question, avec la clé request, là, on construit le body et on envoie. Donc, la réponse est gérée là. Une fois qu'on a la réponse du serveur, bon, ça, maintenant, on va commenter ça tout à l'heure. Une fois qu'on a la réponse du serveur, on va mettre à jour l'interface. Voilà. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ça, c'est bon. Donc, on passe maintenant à Process Request. Let's go. Est-ce que jusque-là, c'est bon parce qu'on s'apprête à basculer on s'apprête à basculer sur le back-end. Pour le front, c'est plus ou moins ça. Omar, tu confirmes, c'est bon? Ouais, c'est bon. D'accord. OK. Bien, on est parti. Côté back, donc une fois que la phrase a été transcrite et envoyée au serveur, c'est là où elle tombe en fait. Elle tombe ici sur cette route-là. Et il y a un contrôleur qui va s'occuper un peu de traiter tout ça. Donc, dans le contrôleur, LLM contrôleur qui est dans SRC, c'est où?
SRC contrôleur, vous avez le LM contrôleur là-bas. Dans le contrôleur, il y a une seule fonction, process request. Donc, on récupère, vu qu'on a dit dans le front qu'on envoie les informations en JSON, ici, il y a une fonction utilitaire qui nous permet de parser le body, donc c'est-à-dire prendre ce qui est dans le body de la requête et créer, convertir ça en tableau. Donc, à l'intérieur, on récupère la clé request. Voilà, la clé request qui est ici, qui est envoyée depuis ici, qui contient quoi? Qui contient le texte à convertir. Donc, l'idée, lorsqu'on envoie justement la phrase qui est prononcée, c'est d'avoir l'équivalent en SQL. Donc, c'est vraiment tout ce qui est fait ici. Donc, on récupère d'abord la phrase qui a été prononcée. Ça, c'est très bien. Et ici, on a une classe intéressante. LLM Manager. LLM pour déjà Large Language Model, donc modèle de langage large, comme on dit. En fait, l'idée derrière, c'est on ne va pas faire beaucoup de si alors, sinon, si alors, sinon. S'il a dit je veux récupérer ça, alors faire ceci, sinon, ainsi de suite. Non. Cette partie-là de prendre le texte qui aura été prononcé par l'utilisateur et traduire cette phrase-là en un équivalent SQL, on laisse cette tâche-là à une intelligence artificielle. Voilà. C'est un peu la particularité des dashboards 2.0. On n'est plus là pour écrire toute la requête SQL. On dit ce que l'on veut. L'intelligence artificielle va comprendre ce que l'on veut et traduire ça et transcrire ça en requête SQL. Voilà. Donc, il y a toute une classe qui s'occupe de ça. C'est ça, LM Manager. Ici, le paramètre défaut, c'est quelle intelligence artificielle ou quel modèle on veut utiliser derrière, en fait. Donc, on a un modèle par défaut qui est implémenté, mais l'idée, c'est quand le projet va évoluer, on pourra définir depuis l'instanciation le modèle de langage que l'on veut utiliser. Voilà. Donc, tous ces modèles-là auront pour classe texte ou SQL. Donc, ça prend du texte, ça prend son équivalent en SQL. Donc, il faudra simplement lui passer le prompt, comme on dit. Donc, c'est-à-dire la phrase qui est venue là. Donc, request, là, c'est ce qu'on lui donne ici. On dit, bon, OK, voici ce que l'utilisateur veut. Débrouille-toi là-bas, mais renvoie-nous l'équivalent en SQL. C'est-à-dire, voilà, renvoie-nous ça, s'il te plaît. Voilà. Mais bon, évidemment, ça, on verra. On précède d'abord ça de certaines instructions. Une fois que c'est bon, on obtient une réponse de l'IA. Ta réponse là peut avoir du brouillard à l'intérieur. Parfois, ils sont souvent inspirés. Parfois, elles sont souvent inspirées. Vous dites d'abord des choses avant, après, ainsi de suite. Donc, on retire tout ça. Voilà. Et on se concentre simplement sur notre résultat. Donc, c'est ce qu'on stocke dans Clean Response. Clean Response contient simplement du code formaté en JSON qui est prêt à l'emploi. Donc, comme c'est du texte, il faut d'abord transformer ça en tableau, d'où la fonction JSON des codes qui nous permettra de prendre le texte qui sera renvoyé par l'IA en question et transformer ça en tableau. Pourquoi en tableau? Parce qu'on aura besoin d'extraire justement la requête SQL qui est à l'intérieur. Donc, la requête SQL est extraite ici et on exécute la requête. Donc, on récupère la requête, on la passe à une fonction select qui récupère les éléments et qui nous renvoie un résultat. On vérifie ici, là, si dans le résultat en question, il n'y a pas de... Si tout va bien, c'est-à-dire s'il y a quand même eu quelque chose qui a été trouvé, ainsi de suite. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas, on envoie un message pour dire que aucune donnée n'a été trouvée. Bon, voilà. Mais si tout se passe bien, ici, on ajoute une clé supplémentaire à quoi? À la réponse qu'on va retourner au front.
Et cette clé-là, c'est data qui contient simplement les résultats de la requête SQL en question. Cette requête SQL-là, ce tout-là, cette réponse-là est simplement formatée, vu que c'est un tableau, formaté en JSON et retourné au front. Voilà, je pense que avant de rentrer dans le LLM Manager et ainsi de suite, parce que là-bas se trouve le cœur de tout ça, je pense qu'on est prêt pour comprendre un peu, faire un peu une petite démonstration, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bon. Donc, une fois que lui, il envoie ça au niveau du front, le front reçoit ça ici. Voilà, le front reçoit ça ici. Là, on est revenu en JavaScript pour suivre. Donc, à l'intérieur, il y avait une clé SQL qui est là, la même clé là. Donc, on dit s'il y a une clé SQL à l'intérieur, ça veut dire que bon, effectivement, on a trouvé, le serveur a bien travaillé. Donc, le code qui suit permet simplement de prendre, d'extraire les données qui sont à l'intérieur et les afficher sur l'interface de tout à l'heure là. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, à l'intérieur, c'est où? OK. Donc, toute la réponse qui reviendra du serveur, on va introduire ça dans l'objet, dans l'élément HTML qui a pour ID JSON. L'élément HTML qui a pour ID JSON est simplement où ici. Celui-là, donc résultat JSON. Résultat JSON, il est là. Donc, c'est ici où toute la réponse du serveur viendra. Maintenant, la requête SQL en elle-même qui aura été générée par l'IA viendra dans l'élément SQL. Donc, l'élément SQL, c'est juste en bas, ici. Donc, là, il dit SQL, donc, ici. Voilà. Donc, là, franchement, vous avez toute l'explication. Et là, maintenant, ça, c'est la fonction load list qui permet de lister les résultats de la base de données. Et Prism, là, c'est pour mettre en forme le code qui sera affiché. Donc, mettre les couleurs, formater, ainsi de suite. Voilà. Je pense que jusque-là, c'est bon. J'espère que je n'ai pas perdu la moitié de l'audience dans les explications. Non, ça va. Juste que tu n'as pas prévu afficher aussi le texte prononcé. Si le texte prononcé, c'était plus haut, comme je disais. Donc, on end. C'est là. Bon, c'est un peu là. C'est dans on result. OK. C'est là. Donc, à chaque fois que il détecte une transcription dans le texte prononcé et tout, une fois qu'il a bien trouvé ce qui a été dit, donc, final HTML, final transcript, ainsi de suite, c'est justement la ligne qui s'occupe de prendre le texte en question et mettre ça sur la page. L'élément final en question, dièse final, donc qui a l'ID dièse final, c'est celui-là. Donc, ID final, donc en dessous de transcription. Donc, si on peut avoir transcription là, c'est ici où le texte qui sera prononcé va s'afficher. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, par contre, vu que là, j'utilise mon micro, ça, je n'ai pas testé, et que j'ai besoin du micro pour tester l'interface, je sais pas si ça va passer. Bon, on va essayer. Donc, c'est bon, on fait la démonstration. Je pourrais partager le lien, et si c'est, si on Attends, comprend, ouais, il y a Hendrik là qui demande si on peut poser les questions au même moment. ouais, C'est pas de bon, souci. bien. Ouais, c'est bon, Hendrix, tu peux poser ta question. D'accord, merci. Mon souci au niveau, je n'ai pas bien suivi à quel moment la zone où l'IA va rechercher les données dans la base de données. Ah, d'accord. Bon, donc, nous sommes là au niveau du contrôleur. Je disais que là, on choisissait le modèle qui devait
gérer un peu cette transcription de texte en langage naturel en SQL. Donc, c'est ici on choisit. Par contre, c'est là où tout se passe. Donc, dans cette classe-là, il y a une fonction qui s'appelle text to SQL. Donc, text to SQL a pour objectif de prendre le texte qui a été transcrit là, donc de la voile. On lui donne ça et renvoyer la requête, donc l'équivalent en SQL. Donc, c'est vraiment cette ligne-là qui s'occupe de ça. Maintenant, ce qui est D'accord. en parenthèse, c'est ce qu'on donne simplement à la fonction pour travailler. Ok, compris. Il y avait aussi, je veux aussi savoir s'il y avait un moyen de faire un système un peu comme OK Google ou Siri pour son dashboard. Ah, d'accord. Et du coup, là, ça va nécessiter que le dashboard soit en écoute permanente. Bon, Oui, c'est aussi un peu ça. sur le web, c'est un peu chaud à cause déjà de l'accessibilité. Parce que une page web ne peut pas rester indéfiniment en écoute. Le micro va se fermer automatiquement. Donc ça, c'est plus si vous faites des applications de bureau. Voilà. Donc vous avez par exemple un applicatif qui tourne peut-être en console ou bien une interface. Voilà. Ça au moins, c'est une interface autonome. Le micro peut tourner continuellement. À chaque mot-clé détecté, ça peut lancer maintenant l'écoute de la requête. Mais sur le navigateur, à cause du contexte du navigateur et de la protection de la vie privée et tout, le micro ne peut pas rester activé indéfiniment, en fait. Le navigateur va le désactiver à un moment donné. Je voulais aussi savoir, mais c'est un peu hors contexte, s'il y avait des moyens d'ajouter des extensions sur son assistant mobile. Des extensions, par exemple, pouvaient relier ça directement à notre dashboard en ligne. Les extensions sur le mobile, je n'ai pas suivi. Si on pouvait rajouter des extensions sur l'assistant de mobile. Ah, oh, oui, oui, c'est vraiment hors contexte, mais bon, pour avoir déjà fait une fois, oui, c'est possible. Il y a tout un environnement de développement où tu peux créer des actions. Par exemple, pour Google, donc OK Google, tu peux créer des actions et derrière, on te donne un endroit où tu peux taper toi-même ton code métier. Donc, vraiment, tu tapes le code que tu veux euh, qu'il s'exécute lorsque tu vas demander ce que tu vas demander, en fait. Voilà. Et tu peux déployer D'accord. ça sur ton assistant, ça fonctionne très bien. D'accord, merci. Hmm. Ouais, je t'en prie. Donc, pour la piste, essaie de regarder Action for Google. Oui, c'est vraiment Action, le mot-clé. Action for Google Assistant. Voilà. Quoi d'autre? Je sais plus où j'étais. Oui, j'étais à la démo. Merci. OK. Donc, pour que ça soit possible, il faut des prérequis. Premier prérequis, il faut d'abord que le dashboard soit connecté à une base de données. Donc, c'est déjà le cas ici. Euh, Ce dashboard-là est connecté à une base de données qui s'occupait un peu d'un concours. Voilà. C'était un concours pour pour suivre des formations dans 3 disciplines. Hein, développement, robotique et design. Voilà. Donc, c'est connecté à ça et il y a eu toute une description qui a été faite en amont. Donc, pour comprendre ça, c'est pas tout à l'heure, mais je pose d'abord le contexte. Donc, il faut d'abord connecter le dashboard à la base de données. Ça a été fait. Il faut dire à l'IA quelles sont les tables qu'on trouve à l'intérieur pour que l'IA puisse faire des requêtes en question. Voilà. Donc, si je veux par exemple connaître le nombre total de candidats qui ont suivi
qui ont postulé, je ne sais pas, qui ont suivi, parce qu'ils ont été notés aussi. Il suffira maintenant de demander. Bon, je vais aller. Donc, je pose la question. J'espère que le micro va passer. Combien de candidats y a-t-il eu au total? Voilà. Donc, pour la démo, on voit que déjà, bonne nouvelle, le micro passe. Combien de candidats y a-t-il eu au total? Ça, c'est la phrase que j'ai prononcée. Et là, on a la phrase ici sur le point d'interrogation. Voilà pourquoi dans le code, avant d'envoyer, je mettais le point d'interrogation. Parce que le speech recognition là ne met pas les ponctuations apparemment ici. Du coup, ça c'est la phrase qui part. Et ça c'est le résultat. Donc, ça a changé le titre, ça met nombre total de candidats et ça met ici là un petit tableau. Et voilà. Par contre, pour les besoins de débogage, on s'intéresse un peu à ce que le serveur a renvoyé. Il a renvoyé un objet JSON qui avait ici la requête qui a été générée. Ici, présentation, c'est pour dire, OK, c'est un tableau de bord, mais quelle est la manière la plus adéquate pour afficher le résultat? Ici, la proposition, c'est une carte. Donc, c'est simplement un gros libellé avec un gros chiffre. Et on voit que c'est ce qui était propice pour ce type de résultat. Il n'y a qu'un libellé et un chiffre. Voilà, c'est pas toute une liste dessus. Après, on a le titre. Donc, title, nombre total de candidats, c'est ce qu'on voit ici. Et après, à l'intérieur, on a maintenant les données. Donc, ici, on a le nombre de candidats et on a la valeur. Donc, ici, nombre de candidats et la valeur en question. Donc, la requête, finalement, SQL qui a été générée est celle du bas ici. Donc, je pense qu'avec ça, on a clairement une visibilité du schéma, du cheminement. Ça, c'est ce qui part. C'est ça qui est converti. Et voici le résultat. Et voici la présentation ici. Bon, c'est en mode data table, hein, donc s'il y avait plusieurs résultats. D'ailleurs, on va me mettre, s'il y avait plusieurs résultats, on pouvait paginer ainsi de suite. Je vais demander, affiche-moi tous les candidats qui ont été notés. Et voilà. Donc ici, on a quoi? Affiche-moi tous les candidats qui ont été notés. Bon. Et là, vous avez ici un peu tous les noms. Vous pouvez paginer ainsi de suite, ainsi de suite. More and more, more and more. Voilà, 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 voilà. Donc là, vous avez encore tout le tableau et plus bas, forcément, vous avez quoi? Vous avez toute la requête SQL qui a été générée pour l'occasion. Donc ici, par rapport aux informations qu'on a précisées, lui-même, il a décidé de mettre l'ID, le nom, le prénom, la note, les différentes notes, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Une autre requête. Là, on dit où maintenir la touche espace pour parler. Je maintiens la touche espace. Combien y a-t-il eu d'hommes et de femmes? Je relâche. Voilà. Combien y a-t-il eu d'hommes et de femmes? Donc, nombre de candidats par sexe. Lui-même, il a trouvé un titre. Voilà. Nombre de candidats par sexe. Ici, je vois, il y a un vide ici. Je sais pas, sûrement il y a des enregistrements où il n'y a pas de sexe. Ici, F, 17, H, 45. Voilà. Quelles sont les disciplines pour lesquelles les candidats ont été notés? Bon, moi, je pose des questions à tout va comme ça. J'espère que ça va sortir une réponse. Ah, je disais tout à l'heure qu'il y avait 3 disciplines. Effectivement, ça a sorti les disciplines et ça a sorti aussi le nombre de candidats. Voilà, la requête SQL est là. Donc, vous vous souvenez un peu de ce dont je parlais dans le contexte, c'est-à-dire, ça, c'est par exemple une requête que le développeur écrit. Mais une fois qu'il écrit, une fois qu'il a déjà publié ça, mis ça sur le tableau de bord, c'est là. Maintenant, si on a besoin d'une autre information, il faudra que le décideur fasse la demande et que lui, il écrive la requête SQL et pour que ça apparaisse sur le tableau de bord.
Je pense que vous avez plus ou moins une idée du fonctionnement ou du principe de fonctionnement maintenant de Vocabot. Donc, l'idée, c'est qu'on branche ça à une base de données. Ensuite, on peut maintenant demander ce que l'on veut et les données apparaissent. Voilà, à condition de connaître le schéma de sa base de données aussi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on va faire une petite pause là. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Ça fait quand À même beaucoup préciser, pour ceux d'informations. qui n'ont pas de micro, ils peuvent poser des questions dans le chat. Hein. Oui, ceux qui ont des difficultés à activer le Oh. micro, n'hésitez pas. Ok. Ah, j'ai une question. Déjà, félicitations pour le travail. C'est excellent. Ah, merci. Non, C'est qui? c'est... Ah, Gabin. Merci, Gabin. Ok. C'est magnifique. Mais ok. Là, c'est juste de ce que je vois, c'est des selects. Maintenant, en ce qui concerne des insertions ou des mises à jour, des trucs comme ça. Hmm. Bon, Est-ce que c'est... ça me permet d'aborder un point aussi rapidement. Hum. Toutes les requêtes normalement fonctionnent. Il suffit simplement de demander. Maintenant, il y a un petit disclaimer qu'il faut comprendre, c'est que les requêtes, lorsqu'elles sont posées comme ça, font appel à des selects. Je pouvais dire aussi de modifier une information, ça devait générer la requête équivalente. Mais le problème avec ça, c'est que il n'y a pas de rolling back. C'est-à-dire, tu peux pas revenir en arrière, il n'y a pas de contrôle Z. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra sécuriser à ce niveau-là, au niveau de la requête. C'est-à-dire, avant d'exécuter la requête ici, on vérifie s'il s'agit uniquement d'une requête select. Point. On ne veut pas opérer des modifications sur les tables dans la base de données. Voilà. Donc, on peut faire un test, mais bon, un test inoffensif. Mais je vais d'abord, est-ce que je peux désactiver? Bon, on va faire un test inoffensif. Je demande d'abord quel est le candidat qui a eu la meilleure note. Ok, ici on me dit tac, 2.5. Ok. Paulette. Je vais essayer de modifier le prénom de Paulette là, je vais mettre David, voilà. Comment je formule ça? Peux-tu me modifier le prénom du candidat qui a eu la meilleure note? Ok. Peux-tu me modifier le prénom du candidat qui a eu la meilleure note en mettant David? Voilà. Bon, normalement, comme il n'y a pas c'est pas une requête qui nécessite un retour, il n'y a pas de retour. Maintenant, on va essayer de vérifier si, quel est le candidat qui a eu la meilleure note. Ah non, ça va passer. Non, mais je crois que c'est pas un truc que tu as défini, genre que tu ne prends que les requêtes en select. Non, c'est quelque chose que je prévois définir. Mais je suis sûr que la requête s'est exécutée derrière. Peut-être on n'a pas. Ah ouais. Donc, voilà. S'il y a d'autres types de requêtes, tu n'as pas bloqué en fait. Oui, ça, c'est pas encore bloqué. Et c'est dans les discussions je vais présenter un peu les. Fais un delete all, hein. C'est ça là qu'il faut éviter maintenant. Hein? Ok, mais c'est déjà bien, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Ok. C'est tout. Dans l'autre cas, mais je ne sais pas si c'est possible de. Non, c'est même pas possible. Donc, ce que je pensais là, c'était faire genre une forme d'update, mais genre en mode preview, quoi. Genre, si c'est une action d'insertion, bien un truc de mise à jour, c'est genre un preview avant
de valider. Mais en vrai, il a Ah, déjà fait. Tu d'accord. vois ce que je dis? D'accord. Tu as dit Ouais. fait sortir une forme de modèle de mise à jour pour voir si c'est exactement ce il a demandé de faire. Après, il valide et il exécute exactement la requête. Et c'est chaud. Hein. En tout cas, Hmm. ouais, Donc ça, on voit qu'il y a du potentiel alors dans toutes ces opérations-là. Il n'y a pas de souci. Oui, en fait, c'est de dire en cas d'action comme d'insertion, de modification, de suppression, demander par exemple une confirmation à l'utilisateur ou afficher d'abord la modification qui arrive, c'est-à-dire si Mhm. c'est une suppression, dire que les données seront supprimées, si c'est une modification, on voit l'avant, l'après, et s'il est d'accord, il valide OK, et puis la modification devient maintenant permanente. Oui, ça c'est ça, vraiment intéressant. Oui, Donc, c'est aussi, j'avais une question. oui. Déjà, merci pour la présentation Mm. et très bon boulot. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a la possibilité de définir quelques règles, par exemple, on sait qu'il y a les opérations, il y a les requêtes qui peuvent être dangereuses, comme le delete all, par exemple, dont on a parlé. Est-ce qu'il y a la possibilité, par exemple, de définir certaines règles à l'IA en question, de dire que voilà, comme on fait dans la construction des bases de données, c'est-à-dire, bon, il y a certaines requêtes qui ne peuvent être émises que par, qu'on ne peut pas être demandé d'effectuer parce que c'est une requête dangereuse qui peut supprimer des données importantes, par exemple. Ouais. C'est possible, hein. C'est comme je disais, c'est simplement à ce niveau-là que on pourra intervenir. L'idée derrière, c'est de dire que si, par exemple, il s'agit d'une requête select, on laisse passer. Dans le cas contraire, on bloque tout. On peut définir ça à deux niveaux, donc ici, ou alors dans, comme je disais, les instructions euh, de base que l'on donne à l'IA pour travailler. Donc, tout à l'heure, ça, on verra ça par exemple tout à l'heure, mais c'est de dire que dans les règles que l'on impose à l'IA, on peut lui dire que, OK, s'il s'agit d'une requête de suppression, de mise à jour et tout, tu ignores simplement, voilà, et tu envoies un message. Comme ça, quand quelqu'un pose la question d'une manière un peu tordue et tout pour vouloir bypasser, l'IA va détecter et va bloquer. Ouais. Sinon, ça c'est bon côté sécurité, c'est possible de définir des règles en question. Mais bon, comme c'est du live coding, on pourra le faire après, mais sinon, on est dev pas en prod. La règle d'or. Après, tu vois aussi, dans tout ce qui est dashboard, c'est beaucoup de gestion de rôle. Et tu vois, si on a un utilisateur qui est limité à certains rôles, certains types de Ah, requêtes, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de ouais, challenges ouais, autour ouais. du truc du bail, tu vois. C'est, Ouais. On il y imagine a, mais le quelqu'un MVP déjà là, qui est à c'est l'accueil, nice. qui veut connaître la comptabilité un peu de toute l'entreprise. Ouais. 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 Il y aura forcément ce système de droit-là. Moi, par contre, Ouais. c'est avoir la possibilité d'exporter les datas en CSV le plus simplement possible, quoi. Peut-être Hmm. après le listing, par exemple, des meilleurs candidats, ils vont lui demander d'exporter son Excel. Mais Ou bien normalement, il y a prévoir le bouton. Juste, pas besoin aussi d'aller là-bas, prévoir le bouton le pour data exporter. table de jQuery, là, gère ça. Oui, les data tables normalement ont une extension qui active des boutons Voilà, d'exportation. export, voilà. Hum. Juste Hmm. ajouter Et puis les graphes. Voilà. Bon, par exemple, ici, ça dit que, bon, C'est ça une affiche liste. en liste. Là, c'est une liste, Voilà. mais c'est super. La liste, en fait, c'est un peu physique pour trouver le type de graphe qu'il faut. Mais non, Tu il y a vois. encore une partie. Attends, tu vas voir Bah, la deuxième partie. ok. Bon. À part ça, on demande les pourcentages.
Pourcentage de quoi? Demande un peu les pourcentages de. Il y a le sexe dans ta Oui, base. oui. Oui, Ouais, tu il y a demandes le le texte. pourcentage des hommes et de femmes. Ok, je vais demander. Quel est le pourcentage d'hommes et de femmes? Ah, Ouais, la réponse, c'est nice. bu. Donc, si je vois la requête, Maintenant, après, bon. on met ça dans Et un il a sac, fait sortir un une pack. présentation camembert. Ah, bra. Voilà, camembert, et puis c'est fini. Il y a une question. Il y a Emmanuel qui dit merci. Alors, si j'ai bien compris, l'IA est connectée à la base de données. Ma question est de savoir si on peut demander qu'il ajoute un candidat, ce que M. Dimitri doit demander, ajoute un candidat au nom de Lucas. Bon, en gros, c'est de demander ajoute un candidat au nom de Lucas. Est-ce que c'est possible? Après, on doit vérifier la liste de tous les candidats après. Bon, on va essayer. Je sais qu'il y a le sexe. Bah, parce qu'il y a des données quand même. Hein. Je ne vais pas simplement dire ajoute Lucas. Il y a quand même un certain nombre Ouais, je vois. d'informations supplémentaires. Bon, par contre, oui, il n'y a pas de souci. Emmanuel, hein, c'est ça. On pourra faire des tests plus approfondis sur les insertions et tout, si j'ai débloque tout ça aussi. Mais j'ai quand même une petite mention que j'ai envie de préciser dans l'affaire là. Là, par exemple, Romaric a demandé des pourcentages de sexe. Voici la requête ici là. Pour quelqu'un qui démarre du SQL, pensez tout de suite à écrire la requête comme ça, je vous assure que c'est pas Vraiment. évident. C'est vraiment pas évident. Donc c'est aussi un peu la force un peu de l'outil. Déjà les requêtes, le tableau de bord n'est pas figé sur certains résultats, mais on peut demander quelque chose et par rapport même à la complexité là, l'IA va s'efforcer de bien ressortir la requête correspondante. Donc, ça peut vraiment faire gagner en temps. Et ça peut aussi être un outil pour s'exercer ou bien pour travailler ses requêtes, ses requêtes SQL. Voilà. Pour savoir un peu, OK, si je demande quelque chose comme ça, comment la requête peut s'écrire. Donc, le fait de poser la question, avoir le résultat, ça nous permet d'avoir plus. Il y a même des trucs, il y a même des fonctions que j'ai jamais utilisées, quoi. Tu as déjà utilisé le round count. Barré. OK, bon, on va évoluer un peu, on va rentrer dans les entrées des l'IA, là, comment faire justement pour être efficace. En fait, le truc, c'est qu'il fait toutes les transformations en mode SQL, tu vois, il les ressort. En temps, si c'est nous, manuellement, on fait d'abord la requête simple, après, ce qui sort, on transforme au niveau du code, quoi. Ah oui, oui, oui. Par exemple, là, on pouvait déjà Donc, le round, requêter là, tout. voilà. Requêter tout. Ensuite, c'est maintenant avec, par exemple, vu que c'est du PHP, avec maintenant PHP, on essaie maintenant de trouver le pourcentage maintenant de Ouais, le répartition pourcentage. maintenant. Ouais. Or là, c'est depuis la requête directement que ça essaye de formaliser ça et on récupère simplement le résultat mâché, quoi. J'espère qu'il ne va pas créer des fonctions, des logiques métiers directement dans le SQL, là. Bon, en tout cas, moi, j'ai Expert. appris la manipulation des dates avec ça, donc c'est vraiment intéressant. Mais bon, on va d'abord évoluer rapidement avant de prendre une autre série de questions. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est cette partie, c'est-à-dire comment on quitte du texte au SQL. Let's go. Il y a une classe générique qui s'appelle LLM Manager. C'est ce qui nous permet derrière de choisir, par exemple, le modèle de langage que l'on veut pour traiter notre requête. Mais avant, on va d'abord visiter ça.
Ici, c'est quoi? Utile getPrompt. Donc, il y a une fonction utilitaire qui s'appelle getPrePrompt. C'est-à-dire, certes, l'utilisateur pose cette question-là, quel est le pourcentage d'hommes et de femmes? Si on envoie simplement ça à l'IA, l'IA ne va pas comprendre grand-chose. On a besoin de donner à l'IA d'abord un peu de contexte. Lui dire un peu, justement, voici le besoin de l'utilisateur, mais pour bien répondre là, considère la base de données telle, considère X, Y chose, ainsi de suite. Donc, pour lui donner un peu toutes ces directives-là, on crée ce qu'on appelle généralement un pré-prompt, c'est-à-dire un texte qui vient avant le besoin ou la requête de l'utilisateur. Donc, allons-y guetter un peu le pré-prompt en question, de quoi il s'agit concrètement. Bon. J'ai un fichier un peu plus propre. C'est où? À présenter. Pré-prompt. Board, défaut, pré-prompt. OK. Donc, on va un peu essayer de lire le contexte. On lui dit, bon, voici, cher IA, voici le contexte dans lequel tu dois travailler. Comporte-toi comme un administrateur de base de données. Donc, on lui dit un peu le rôle qu'il doit incarner. Ce n'est pas un agronome, ce n'est pas un agriculteur, ce n'est pas un pilote. Il est administrateur de base de données. Une fois qu'on lui dit déjà ça, il sait déjà que, je suis un expert quelque part en ce moment. On dit, un utilisateur te demandera quelque chose en langage naturel et tu devras fournir la requête SQL correspondante. Donc, on lui donne là son but, son objectif final de tout ce qu'on s'apprête à faire là. Voici son objectif final. On lui dit, le système de gestion de base de données est MySQL. C'est pour que les requêtes SQL qui seront générées là soient des requêtes à destination du SGBD MySQL. Si on ne précise pas ça là, il peut aussi nous donner par exemple une requête à destination, une syntaxe Oracle. Et quand on va essayer, on va tester maintenant, ça ne va pas passer. Donc voilà pourquoi c'est important de lui dire aussi quel est le SGBD que l'on peut utiliser. Ici, on lui dit, les requêtes concernent une boutique en ligne de vente de vêtements. Déjà, ce n'est pas bon. On peut maintenant modifier. Bon, non. C'est où? Est-ce que j'ai mis ça là? Voilà. Ça, c'est le bon qui est là. J'espère que là-bas, c'est pas autre chose. Bon, on va alors lire ici parce que j'ai fait vraiment plusieurs réponses. Donc, ici, les requêtes concernent une application de gestion d'entretien individuel pour suivre une formation au métier du numérique. Donc, on lui dit un peu aussi dans quel cadre on se situe. Si c'était une boutique en ligne, on devait dire ça concerne une boutique en ligne. Si c'était par exemple pour le BPC, on devait dire les requêtes concernent une base de données de gestion du brevet d'études du premier cycle. La base de données suit le schéma suivant. C'est la partie là. C'est un peu ici, on décrit un peu la base de données, ainsi de suite. La table, c'est candidat. Bon, il n'y a pas forcément un format figé. Voilà. L'IA va se débrouiller à comprendre. C'est ça la particularité. J'ai juste écrit table, c'est candidat. Et candidat, là, ça existe dans la base de données. C'est pas une table inventée. Donc, j'ai mis les champs ID, nom, prénom, email, téléphone, sexe. Sexe ici, parce que je savais que certains peuvent mettre 0, 1. L'autre écrit homme, femme. L'autre FM. L'autre, voilà. Donc, j'ai préféré mettre ça comme ça. Apparemment aussi, l'IA a compris que le champ de définition, là, c'est F et M. Parce que c'est aussi ce qui est dans la base de données. Discipline. Voilà, discipline. J'ai mis les 3 disciplines ici. Développeur web, tout, design. Voilà. Donc, j'ai écrit ça comme ça. Et il y a aussi un champ âge. Il y a aussi jury. Voilà, jury 1, jury 2. C'est-à-dire le candidat est passé au jury 1, le candidat est passé au jury 2. Ici, note. Il y a eu 2 notes. Il y a une note en motivation et une note en technicité. Voilà. Donc, il a été noté pour sa motivation, il a été noté pour sa technicité. Après, on dit, tu détermineras, je sais pas pourquoi ça décolle. C'est censé être comme ça. Ok. Tu détermineras le type de présentation, c'est-à-dire la meilleure manière de présenter les données de la requête
en tenant compte de la liste suivante. Voilà pourquoi vous verrez que là-bas, tantôt ça met liste, camembert, histogramme, courbe, nuage, carte. C'est parce que je lui ai dit que on doit présenter les données là. Il faut aussi nous faire une proposition de comment on doit les présenter. Voici un peu la liste des choix possibles. La liste là, la liste des données. Les données sont présentées en ligne et en colonne. Camembert, pour représenter un ensemble de données groupées. Histogramme, pour présenter les données à l'aide d'un histogramme. Courbe, pour présenter les données sous forme de progression. Nuage, pour présenter les données en nuage de points. Carte, pour afficher un titre et un nombre. Voilà. Bon, on tend vers la fin du pré-prompt. Tu proposeras toujours un alias dans la requête SQL pour les fonctions comme count, AVG, max. Donc, s'il fait par exemple une moyenne de quelque chose, il va proposer un alias. Bon, big up ou non, dédicace à ceux qui écrivent souvent des requêtes. Donc, ici, c'est pour éviter d'avoir des, comment dire ça, des champs, des intitulés de colonnes qui ont le mot clé count dedans, ou bien AVG, ou bien max. Un exemple, non. Par exemple, ici, je dis AVG. Affiche la note moyenne par discipline. Voilà. Ici, on voit que ça fait AVG note motivation. Il a quand même proposé un alias, donc note moyenne. Et c'est ça qui vient s'afficher là. S'il ne proposait pas ça, c'est ça là, AVG, note motivation, qui devait venir s'afficher ici. Et c'est pas agréable pour l'utilisateur final. Il saura que AVG, note motivation, c'est quoi. Or, quand il voit une note moyenne, c'est plus parlant pour lui. Donc, ici, j'ai forcé pour dire que, bon, OK, pour ce type de fonction-là, bon, comme j'ai mis, etc., il va comprendre que, voilà, tu proposeras toujours un alias. Il ne faut pas laisser ça comme ça, là, et puis tu pars. Il faut proposer un alias. Donc, tu proposeras un titre au graphique en fonction de la requête. C'est le fameux title qui est là. Le retour, c'est la partie là. Le retour est un code JSON formaté de la manière suivante. Ici, SQL. Dans SQL, là, tu mets la requête SQL correspondant. Dans présentation, là, tu mets le type de présentation. On a vu les types tout à l'heure, là, en fonction de la liste qui est là. Et dans title, tu mettras le titre du graphique. Donc, ce qu'on lui a demandé tu proposeras toujours un titre. Voilà. Et on lui dit, fin de contexte, on laisse un petit espace là, vide. Parce que c'est là où viendra maintenant la requête, la question de l'utilisateur. Voilà. Donc, c'est tout ce texte-là, tout ce contexte-là qui est mis avant. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Quand il pose cette question-là, en fait, cette question vient simplement se positionner ici. Voilà, avec un petit affiche. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça part au niveau de l'IA. Donc, c'est maintenant tout ce texte-là qui est assemblé et qui part maintenant au niveau de l'IA. L'IA maintenant prend ça et étudie ça. Donc, nous, de notre côté, on se dit que c'est simplement affiche la note moyenne par discipline qui part. Mais non, avant que ça ne parte, on complète d'abord avec ce texte-là. Et ensuite, on ajoute et puis ça part maintenant au niveau de l'IA. Donc, c'est un peu ça, le cœur même de la chose. Donc, c'est ce qui se passe ici, donc dans utile get pré-prompt. Donc, on lui demande d'abord de récupérer. D'abord, on peut même faire un truc plus propre au lieu de faire des choses comme ça. On pourrait dire que la requête là, sera quelque chose comme ça. Et après, maintenant, on vient donner ça ici. Donc, la requête, en fait, on la modifie. On ajoute d'abord le pré-prompt avant. Ensuite, maintenant, on appelle l'IA. Voilà. Donc, c'était un peu les coulisses que je voulais présenter.
Voilà. Donc, je pense que, est-ce que jusque-là, c'est bon? Parce que vraiment, ça, c'est le gros morceau de la magie, là. C'est vraiment ça. Donc, si on rate le pré-prompt, là, si on écrit n'importe quoi ici, bah, ça passe pas. Vraiment, ça va donner des choses. Par exemple, si on met des champs qui n'existent pas dans la base de données, on met une table qui n'existe pas, évidemment, au niveau d'ici, c'est où? Quand on va exécuter la requête SQL, ben, ça va pas passer. Ça va générer une erreur et puis voilà. Donc, c'est un peu la partie là. Voilà. Non, mais en vrai, c'est dans le contexte qu'on peut aussi dire ne fais pas le type delete, le type update, des trucs comme ça. On peut lui dire de bloquer à ce moment. Exactement. Donc, pour répondre à Emmanuel, je crois que ce n'est pas une connexion à la base de données. L'IA n'est pas connectée à la base de données, mais l'IA connaît plus ou moins le modèle donc, de ta base de données. Donc, la structure de ta base de données. En fait, il faut bien détailler. Et je vois ici, tu peux... Est-ce que ici, je peux simplement faire un copier-coller de... on va dire quoi? Si j'écris tout. Ah, je peux prendre tout le schéma de la BDD. Voilà, c'est-à-dire tout le schéma de la BDD, je viens les mettre ici. Est-ce qu'il va... Ce sera pas... Voilà pourquoi, pour éviter de faire des choses de cette manière, voilà pourquoi, quand j'ai présenté l'architecture, il y avait un dossier board, donc pour dire tous les tableaux de bord, et un sous-dossier présentait un tableau de bord. Par exemple, ici, tu auras deux éléments pré-prompt, donc qui va contenir le pré-prompt à gérer, mais tu auras ici, et ça, c'est pas encore implémenté. Ouais, c'est vrai. La structure de toute la base de données. Et c'est ce qui va construire le pré-prompt final qui servira maintenant pour l'envoi à l'IA. Mais après, le pré-prompt, c'est pas seulement la base de données, il y a d'autres informations qui viennent s'ajouter. Et là, c'est où? Voilà. En fait, c'est ici, de base de données, c'est le comportement général, en fait. Ouais. C'est simplement ici qui sera concerné par le schéma de la base de données. Parce qu'il faut bien lui dire comment la base de données. Mais tout le reste va rester. Donc, tout ce qui est autour va rester. Maintenant, concernant ceci, c'est pour séparer un peu ces informations-là, pour ne pas alourdir le truc. Et parce que l'idée, c'est que le schéma de la base de données soit géré automatiquement par une interface différente. Au lieu de venir faire ça manuellement, on connecte simplement à la base de données, ça importe toutes les tables, on choisit les tables sur lesquelles on veut recruter et tout. S'il y a des précisions apportées, on apporte. Ça génère le fichier YAML en question qui sera maintenant utilisé dans les requêtes. Ok. Donc, maintenant, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas une continuité du contexte. Comment on dit? Tu vois, sur les IA, tu vois, quand tu poses un contexte, tu peux lui dire, mais non, en fait, je ne voulais pas dire ça, je voulais plus dire ça, tu vois. Ouais. Ici, là, il n'y a pas. C'est-à-dire, chaque demande est une requête unique. Il n'y a pas de continuité. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est vraiment une fonctionnalité vraiment très intéressante. Par exemple, tu arrives ici. On a quoi là? Afficher la moyenne par discipline. Tu dis, bon, OK. Par contre, garde simplement la discipline design. Tu vois, tu n'as plus besoin de dire encore affiche et puis non. Tu dis de ces résultats, par exemple, de là, maintenant, tu requêtes encore pour filtrer maintenant les résultats. Ou alors, tu dis, bon, OK. Teste un peu. Mais non, en fait, il n'y a pas la continuité. Non, je sais. Essaye quand même. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être que ça a marché. Retire, par exemple, design 3D. Par exemple, là, il a affiché, par exemple, les notes moyennes par discipline. Le processus est terminé. Retire-moi design. Ah, mais non. Tu vas voir qu'il va retirer dans la base de données quand même. Test. Ah ouais, c'est vrai que s'il peut aussi retirer. S'il continue le contexte simplement comme ça, c'est... Ah. Donc, il est obligé de reprendre. Attends, tu as fait quoi?
il y a que 3 disciplines, hein? Ouais. Hmm. Ok. Ah, mais c'est des idées, en fait. C'est des idées Ouais. d'amélioration. Parce que je me dis que... bon, oui, parle. Non, bon, enfin, parce que je me dis, tu vois, aussi, les utilisateurs des dashboards, le plus souvent, on les donne aux clients, tu vois. Et les clients, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas forcément la structure de dire que voilà comment je vais structurer ma phrase, ou bien voilà comment je vais bien demander pour que la requête sorte bien. Mais c'est déjà là, c'est ce qui est bien, quoi. Je crois qu'il y a moyen de perfectionner ça. Ok. Ce que je voulais dire, par exemple, dans ton process, tu envoies la voix et la voix est transformée en requête SQL. Oui. J'ai bien compris, c'est le LL Manager qui le fait. Oui. Non, qui récupère la voix. Oui, qui récupère la voix. Et la après, tu transcription utilises... c'est fait depuis le navigateur. Oui, tu récupères le texte, non? Oui, j'ai récupéré le texte. Dans quel outil? Le LLM ou bien le SQL? Non. C'est que le LLM reçoit que du texte. Donc, ça veut dire que la transcription audio texte, ça c'est fait depuis le navigateur au niveau du JS, avant de faire maintenant la requête vers le serveur. Ok, maintenant, le texte, tu l'envoies au LLM Manager. Oui, et ensuite, le résultat, tu l'envoies au SQL, si je comprends bien. Voilà, donc comme dans ce qui revient là, si vous regardez le pré-prompt, on lui a dit que quand tu nous donnes une réponse là, formate ça comme ça, avec une clé SQL. Voilà. C'est maintenant cette clé SQL là qu'on récupère. Voici ça, la réponse JSON ici. C'est fait, on expresse en fait de la réponse du modèle pour justement requêter. Ok. Bon, l'étape de LLM, je vois que c'est à ce niveau qu'intervient l'intelligence artificielle. Ouais. Maintenant, la partie de SQL, est-ce que c'est toujours une intelligence artificielle ou pas? Non, c'est pas l'intelligence artificielle. Ok, ça marche. Donc, maintenant, le LLM Manager, là, oui. Est-ce que si tu renvoies, est-ce qu'il ne garde pas l'information de la précédente input? Non, parce que ce cheminement-là, ça se fait à chaque fois que qu'une nouvelle requête est faite. Donc, à chaque fois qu'une transcription arrive, on reprend tout de zéro. Ok. Si, pour garder ça, on devrait faire quoi? On prend ça, c'est-à-dire la précédente requête là, on sauvegarde d'abord ça, quelque part. Maintenant, quand il revient, on va concaténer le nouveau texte avec la dernière sauvegarde et on envoie tout au LLM et le LLM se débrouille. Et il se débrouille à nous sortir la suite là-bas. Ok. Mais donc, c'est là, hein, Gabin? C'est là. Bon, j'ai déjà eu à faire ça pour. On peut bien nous faire notre delete all. Donc, c'est ce que je voulais montrer. Maintenant, après, je pense qu'on a fait le tour. Ce que je voulais faire. C'était. Pardon? C'est un package, non? Le LLM Manager. Non. Le LLM Manager est dans SRC. En tout cas, vous aurez ça quand. C'est là. Vous aurez ça quand je vais vous partager le dépôt après tout ça là. Vous pourrez aller regarder tranquillement de quoi il en retourne. C'est juste un appel d'API qui est derrière, c'est tout. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ça c'est bon. Ce que je voulais faire, c'était d'envoyer le. En tout cas, c'est une base de test. Ça veut dire que même si on drop tout, il n'y a pas de souci. Ce que je voulais proposer, c'était de vous partager le lien et puis vous-même vous faites vos tests avant que je ne ferme le serveur, quoi. On va te délecter les choses, hein. Donc, faut faire déjà t'avertir. Sorcier. Donc, faut déjà mettre un contrôle là.
Oui, Ah, je sais Joe, que ne je fais pas ça. Moi aussi, je vais la tester aussi. Oh. Test même en dernière position. Tu vas delete all là. Non, mais ça, c'est une règle de base. Sinon, tu ne peux pas fournir Oh, aux putain. utilisateurs. Ah, Drop je ne peux data pas des... follow, oui. Je Tu peux ne peux pas pas follow, oui. fournir un code aux utilisateurs sans valider certaines choses. Oui. Oh. Fais-moi 1000 requêtes select. On continue. Oui. Oui. Bon, on Pour y va l'API, à la phase questions-réponses. Posez les questions que vous voulez. Posez les questions. Il n'y a pas de souci. d'accord. Pour l'API, vous allez nous laisser votre clé d'API ou mais on va encore aller chercher. Bon, évidemment, je vais retirer la clé d'appui. Ok, Question d'abord ok, même. d'accord. Est-ce que tout Ah ouais, ça mais est tu l'as gratuit? dit, j'ai C'est suivi aussi ça au ça. début. Oui. C'est quelle API que tu utilises? Allô? J'ai pas suivi Dis-nous ça au début. tout. Dis-nous tout. Est-ce que c'est gratuit? Le nom, C'est bien l'API, beau. c'est le... Oui, je n'ai déboursé aucun franc jusque-là. C'est bien beau de venir nous montrer les choses, mais hein, c'est quoi? Hein? Quelles sont les répercussions sur nos poches? Non, jusque-là, je n'ai déboursé aucun franc. Maintenant, Mm. je vais juste, avant qu'on ne termine, conclure maintenant avec certains points clés que je pense que c'est très important de prendre en considération. Là, c'est un peu le manifeste du projet, hein, qui pourra être publié sur le GitHub, il n'y a pas de souci. Comme on a vu, il y avait certains avantages. Bon, déjà, c'est open source. Vous pouvez prendre, intégrer chez vous, ainsi de suite, il n'y a pas de souci. Pas d'envoi de données à un service tiers. Comme on a vu, le modèle de langage s'occupe simplement de générer la requête SQL, mais cette requête SQL, c'est vous-même qui l'exécutez ou pas sur votre base de données. Donc, les données restent les vôtres, ça ne disparaît pas, ça n'est pas envoyé à qui que ce soit. Un tableau de bord dynamique, voilà. Les données que vous avez ne sont pas figées. Aujourd'hui, vous voulez par exemple extraire la liste des apprenants, mais demain vous pouvez par exemple avoir besoin je sais pas, la répartition par genre, ainsi de suite. Il suffira simplement de demander. Et le 2.0 vient simplement parce qu'on utilise la voix pour tout ça. Comme inconvénient, quand même, c'est la description d'une grande base de données. Là, par exemple, ça va parce que moi, j'ai décrit seulement qu'une seule table. Ça va encore. Mais lorsque il s'agit d'une base de données énorme, faire ça manuellement, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Donc, voilà pourquoi il faudra avoir un outil d'automatisation qui va extraire un peu les tables de la base de données avec les champs et tout. Et si les champs sont bien nommés, ça va beaucoup aider le modèle à bien comprendre les requêtes à formuler. Voilà. Il y a quand même quelques limitations. Les requêtes peuvent être erronées. Une fois, je faisais des tests et ça m'a renvoyé vraiment un résultat erroné. Voilà. Donc, c'est un peu ça aussi, à prendre avec des pincettes. Voilà. Mais dans la plupart du temps, voilà pourquoi il faut multiplier les tests pour un peu vérifier. Mais dans la plupart des cas, c'est, comme on a vu là, ça renvoie de bonnes informations. Peut-être avoir un contrôle, un truc qui contrôle si c'est bon, si les données sont viables, un système de vérification. Je sais pas comment ça peut être fait. Après, il y a la taille du prompt. La taille du prompt, c'est important. Pourquoi? Parce que le pré-prompt, il a une certaine taille et on sait que ces modèles de langage-là, comment dire ça, ont une limitation en taille de prompt aussi. Voilà. Et chez d'autres modèles, c'est facturé. Donc, plus le prompt est grand, plus la facture aussi augmente à chaque requête. Pourquoi je dis ça? C'est parce que l'outil Vocabot a pour vocation d'implémenter plusieurs modèles différents. Donc, on ne sait pas quelles sont les limitations qu'un modèle que l'on va inclure peut apporter. Voilà. Donc, c'est ça.
Comme prérequis, il faut déjà avoir un micro, ça c'est important. 7.4 version de Laravel minimum. Il faut avoir une base de données. Tout à l'heure, on a pu faire ça, c'est parce que c'est connecté, c'est plugué à une base de données. Il faut avoir une bonne nomenclature des tables et des champs. Si la table s'appelle, par exemple, candidat, et que vous avez mis Candide ou bien, je ne sais pas, vous avez mis, par exemple, Toto, c'est un peu chaud hein, de, de gérer ça. Si, par exemple, au niveau des noms d'utilisateurs, je viens des noms d'utilisateurs, les noms des champs, vous avez mis des noms vraiment qui n'ont rien à voir avec ce que c'est censé représenter, ce sera encore plus difficile au modèle de se retrouver à l'intérieur. Par exemple, dans le pré-prompt, c'est où? Dans le pré-prompt ici, par exemple, ici, quand je mets ID, je n'ai pas besoin de préciser. Quand je mets nom, je n'ai pas besoin de préciser. Quand je mets prénom, email, téléphone, c'est que ça tombe sous son sens. Si je mets quoi? Vraiment, en fait, ce sont des champs explicites. On n'a pas besoin de, tout est clair. Voilà. C'est vraiment ça que je voulais signaler. Non, si tu mets par exemple, comment dire ça? Je sais pas, vraiment, je sais pas. Toto Tata, dans tout ça là, bon, après tu lui demandes quand même de sortir des requêtes cohérentes et évidemment il va rien sortir d'intéressant. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant pour les prochaines étapes, l'idée c'est de, comme on a vu là, sécuriser le tout et de sortir un service complètement à la disposition du grand public où chacun peut venir créer soi-même ses tableaux de bord et puis il s'amuse avec en requêtant, voilà. Et pour les développeurs, créer un package composer, vu qu'il s'agit de PHP, créer un package composer directement au vocabord qui permettra d'intégrer ça dans vos projets individuels, ainsi de suite. Et pour ceux qui font du Laravel aussi, ça pourra aider euh, dans un projet Laravel. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'ai terminé pour ce que j'avais comme matière à présenter lors de cet événement. Donc, merci encore de m'avoir suivi. Merci encore pour l'occasion et n'hésitez pas, même après le live, je peux être ouvert pour qu'on discute sur le projet pour l'améliorer. Voilà. Ok, c'est nous qui te remercions, Dimitri. Donc, ce qu'on résume, nous venons de voir comment, à l'aide de la voix, nous pouvons contrôler, manipuler les données. Donc, on s'est vu un peu comme dans les derniers blockbusters d'Hollywood avec, il s'appelle comment, Travis, hein, ou Jarvis, le gars de l'intelligence de voilà, Jarvis, l'intelligence de Iron Man. Iron Man. Voilà, Iron Man. Donc, c'était vraiment intéressant. On a vu aussi certains éléments. Donc, l'utilité qui est de pouvoir générer, plus besoin d'avoir, de retourner au code si on a besoin d'une nouvelle requête et plus besoin de se fatiguer à écrire toutes les requêtes nous-mêmes à la main. Et donc, il y a aussi ce côté-là, je ne sais pas si Dimitri l'a dit, que j'ai pigé, qu'il faut savoir aussi poser la bonne question et identifier les bons éléments de la base de données, sinon il y aura certains bugs. Voilà, je pense que nous sommes arrivés au terme de l'événement. Donc, merci à Dimitri, merci à tous les participants d'avoir participé. Et donc, avant de terminer, on a une annonce à faire. On a un prochain événement qui s'intitule, je pense je t'envoie le lien de l'événement. Comment utiliser Jetpack Compose. J'envoie l'événement, le lien déjà pour les inscriptions.
C'est un événement, je pense, qui va se passer le 6 août, si je me trompe. J'envoie le lien dans le groupe. Donc, je vous invite à vous inscrire à cet événement-là et à vous aussi de pouvoir proposer des événements. Vous pouvez venir talker, partager vos expériences. C'est pas dédié uniquement aux experts. Donc, même déjà, l'informatique évolue très rapidement. Il y a la veille tous les jours. Et s'il y a même une petite information sur HTML, qu'on peut déjà, bien que la variable Blink a fait une mise à jour, vous pouvez venir en parler avec nous, on sera ravis.